à savoir une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants. Et dans la foulée, quelques coups de projecteur de la rédaction de la TVT sur le sort des enfants en situation de handicap, ceux des couvents vaudous et des enfants en déperdition scolaire. Bonsoir à tous. Hier seulement, on célébrait la fête des pères. Il y a 3 semaines, c'était celle des mères. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont à l'honneur. Les enfants africains précisément, à qui la journée du 16 juin est dédiée en souvenir des massacres dont leurs frères et sœurs d'Afrique du Sud ont été victimes le 16 juin 1976 à Soweto, alors que le pays ployait sous le joug du régime ségrégationniste de l'apartheid. Cette année, la communauté africaine a été appelée à réfléchir sur l'éducation des enfants, un sujet autour duquel les acteurs de la promotion des droits des enfants du Togo, gouvernement en tête, ne se sont pas fait prier pour se réunir. Élisée Kodo et Didor Koubatine ont répondu présents au rendez-vous de la commémoration de la journée de l'enfant africain. 24e édition au Togo, la journée a eu un cachet spécial cette année puisque tournée vers une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Une politique qui signe ainsi l'adhésion des enfants aux programmes et actions entrepris par le gouvernement pour leur épanouissement. Vu l'importance et la grandeur de ce thème, il est clair qu'un seul acteur ne peut lever les défis liés à l'éducation. Il nécessite donc l'appui de tout le monde et nous, les enfants, nous voulons apporter notre petite contribution par un projet de collecte des anciens livres et manuels au profit de nos camarades dont les parents ne sont pas à mesure de leur en procurer. Au Togo, depuis 1963, l'UNICEF s'investit avec le gouvernement togolais dans la création des conditions nécessaires pour sauver des enfants en situation difficile. Nous travaillons avec le ministère pour essayer de limiter les goulots d'étranglement et pour garder les jeunes filles à l'école. Et entre autres, pour veiller à ce qu'elles commencent l'école quand elles ont 6 ans et pas quand elles ont 7 ans ou 8 ans. Parce que si elles commencent l'école trop tard, elles deviendront déjà jeunes femmes avant de terminer le primaire. La journée de l'enfant africain est une occasion pour les gouvernants africains de revoir leur politique en vue de garantir le droit à l'éducation de tous les enfants. L'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous implique la mise en œuvre d'actions spécifiques visant à accroître l'équité, à améliorer la qualité des programmes, à renforcer la capacité de gestion et de pilotage des systèmes de l'éducation et de protection de l'enfant, à promouvoir des formes de prise en charge pour les enfants exclus du système formel d'éducation. Ces actions ont été mises en œuvre et continuent de l'être dans un cadre multisectoriel basé, entre autres, sur la politique sectorielle de l'éducation, la politique de protection des droits des enfants, la stratégie de protection des personnes handicapées, la politique nationale de l'égalité et de l'équité genre, la loi portant statut des réfugiés, la politique de protection sociale. Pour une fois encore, les enfants au Togo ont été célébrés autour d'une pensée comme l'éducation pour tous. Et les enfants en situation de handicap ont une part belle dans cette volonté qui vise à améliorer leurs conditions de vie. Oui, une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. C'est ainsi que le thème de la commémoration de la journée de l'enfant africain de cette année a été libellé. Éducation adaptée pour tous les enfants africains. Nous allons nous attarder quelque peu sur cette partie du thème en dirigeant nos projecteurs sur le cas particulier d'une catégorie d'enfants, ceux en situation de handicap. On sait qu'en matière d'éducation, ces enfants éprouvent parfois des difficultés liées à leur état pour évoluer au même titre que leurs camarades. D'où la nécessité d'adapter les programmes d'enseignement à leur situation et même de les faire assurer par des centres spécialisés. Au Togo, comment se fait la prise en charge de cette catégorie d'enfants? Christine Pecheti-Aloudet s'est intéressée à la question. Voyons son reportage. L'un des objectifs prioritaires de la réforme de l'enseignement au Togo est de rendre l'école démocratique en offrant des chances égales d'accès à tous les enfants sans discrimination. Mais les enfants en situation de handicap sont longtemps restés à la traîne. Ils accèdent faiblement à l'éducation. Or, l'éducation est un droit fondamental et l'école obligatoire
l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous s'impose. La situation des enfants handicapés par rapport à l'éducation n'est pas certes reluisante, mais vu les efforts qui sont conjugués, on connaît une amélioration d'année en année. Et cela dépend également du type de handicap que vous avez en face. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, vous avez des écoles pour non-voyants, au moins dans tous les chefs-lieux de région. Vous avez des écoles pour déficients auditifs. Vous avez des écoles pour les déficients intellectuels. Mais le défi qui reste aujourd'hui, c'est de rendre la politique éducative inclusive. Un enfant qui ne voit pas, qui est dans un village quelque part, ne peut pas avoir accès à l'éducation. Cela suppose que nous n'avons pas encore des enseignants de qualité. Il faut former les enseignants en écriture braille, en langue des signes. Il faut rendre les manuels éducatifs, les manuels pédagogiques inclusifs par leur transcription en braille. Il faut équiper les établissements scolaires de rampes d'accès pour permettre à ce que un enfant qui est en fauteuil roulant, puisse accéder à sa salle de classe. Et enfin, il faut que les examens officiels soient adaptés pour les enfants handicapés selon le type de handicap qu'on a en face. La gratuité des frais d'inscription dans les écoles primaires publiques a déjà contribué à améliorer l'accès de tous les enfants à l'éducation. Mais l'éducation inclusive et de qualité exige encore un certain nombre de mesures et le gouvernement, avec l'aide des partenaires, s'est engagé à relever ce défi. Pour les handicapés, disons visuels, il y a l'introduction déjà au niveau des ENI. Nous avons introduit l'enseignement du braille pour permettre que les enseignants puissent déjà être formés et puissent les prendre en charge. Mais en attendant, le gouvernement intervient et appuie toutes les écoles spécialisées qui aujourd'hui s'occupent du handicap. Eh bien, l'éducation inclusive a ce mérite de faire en sorte que les handicaps les plus légers puissent être intégrés directement au niveau de l'école. Et tout ce que cela appelle comme effort, tant au niveau des manuels qu'au niveau des infrastructures à mettre en place. Et même au niveau des examens actuellement, toutes les dispositions sont prises pour que les enfants qui sont dans les salles d'examen, surtout au niveau des examens qui viennent de passer et ceux qui vont arriver, que les enfants aussi puissent composer dans de très bonnes conditions en tenant compte de leurs différents handicaps. Près de 1000 salles de classe sont construites sur l'étendue du territoire national dans le cadre du projet éducation et renforcement institutionnel PERI. Ces nouveaux équipements tiennent compte de la situation des élèves handicapés. Le plan type de construction du ministère a prévu des rampes partout, au niveau des salles de classe, au niveau des bâtiments annexes comme les latrines. Au niveau des latrines, par exemple, l'accès est également facilité. On fait même des cabines spéciales pour les gens en situation de handicap. Le Togo a expérimenté un modèle d'éducation inclusive dans les 2 régions du nord du Togo et il est aujourd'hui possible, après analyse, d'intégrer les enfants en situation de handicap dans les écoles publiques. Des actions sont en train d'être menées pour augmenter les chances d'accès de ces enfants à une éducation de qualité et adaptée. Le thème de la journée de l'enfant africain de cette année mentionne également la gratuité de l'éducation. Au Togo, même si l'école est gratuite au préscolaire et au primaire et largement subventionnée au secondaire, certains enfants trouvent le moyen de ne pas y aller ou d'abandonner en cours de route. On les voit ainsi déambuler dans les rues oisifs et se livrant parfois à des larcins qui finissent par les conduire devant les tribunaux pour mineurs. Et à qui la faute? Voilà la question. En grande partie aux parents, selon ce qui ressort de cette réalisation, de cette enquête réalisée par Adolphe Paka. Le tissu familial est en crise et l'éducation à la base de plus en mal. Les victimes sont bien connues, les enfants et les adolescents. Candidats à l'éducation, lorsqu'ils en sont déçus, ils finissent par développer des conflits avec leurs parents. Entre 2008 et 2013, une étude faite au Togo sur ce phénomène à l'université de Lomé révèle des résultats inquiétants. Au sein de la brigade mineure, ou mineure de Lomé, où nous avons mené en partie nos recherches, nous avons pu nous rendre compte que c'est régulièrement que des enfants sont conduits dans ce sens.
Ça veut dire que le phénomène de la délinquance est un réel phénomène dans notre pays et il faudra le prendre au sérieux. Parmi la kyrielle de causes identifiées figurent en bonne position les facteurs familiaux liés à la responsabilité des parents à qui les progénitures demandent tout simplement de l'affection. Vous êtes à la maison, mais c'est comme si vous n'étiez pas là. L'enfant ne peut pas vous approcher pour poser ses problèmes. Et quand vous intervenez, c'est pour l'empêcher de s'exprimer. Toi, tu n'as qu'à obéir. Et quand l'enfant commence justement la sortie de l'enfance pour intégrer ce qu'on appelle l'adolescence, il a besoin de s'affirmer, de s'exprimer. Alors, quand on les réduit tout le temps au silence, c'est comme de l'air qu'on met dans le ballon. Il étouffe, il étouffe, il étouffe. Un jour, il est au bord de l'éclatement. En ce moment, il peut éclater. Il tombe malade, on nous l'amène. Ou bien il peut fuguer, quitter la maison pour aller s'exprimer ailleurs. Le professeur Ayayi, l'un des pionniers de cette science en Afrique, travaille dans ce domaine de psychologie clinique depuis les années 70. Son expérience en traitant des cas est si riche qu'il développe aujourd'hui une vision. Au niveau de la famille qui s'éprouve, il faut faire tout pour que la famille puisse revenir en voyant dans les valeurs anciennes ce qu'on peut prendre qui aiderait quand même ça dans un monde moderne. Et de l'autre côté, l'école. Je pense qu'il faut faire un choix de société, donner des valeurs, sauver la tradition, de réformer l'école. C'est maintenant qu'il va falloir commencer par se pencher sérieusement sur cette question si nous voulons avoir la paix pour nous-mêmes et la paix surtout aussi pour ces enfants qui sont en train de prendre le mauvais chemin. Il urge donc pour nos sociétés d'agir, de s'attaquer à la racine du mal dès maintenant. Il n'y a rien de plus précieux que l'enfant à qui l'on a donné la vie, plus précieux encore lorsqu'il l'a réussi et fait ainsi la fierté de ses parents. Et que dire des pratiques traditionnelles d'un autre temps et qui sont encore en cours dans certaines sociétés togolaises qui veulent que pour payer leurs dettes ou pour avoir violé un interdit, des parents envoient leurs enfants dans les couvents vaudous pour plusieurs années. Ces pratiques ont pendant longtemps privé beaucoup d'enfants de leur droit à la scolarité, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur leur vie jusqu'au jour où des chefs et prêtres traditionnels réunis en entretien dans la préfecture du Hao prennent conscience du caractère nocif de la chose et décident d'alléger le système en adoptant une déclaration dite de non-tien. C'était l'année dernière. Un an après ces assises, quelle est la situation? Les adeptes du vaudou respectent-ils leur engagement? Prudence Zinsou est allé au renseignement. Reportage. Comme le petit Kofi, des milliers d'enfants africains sont victimes des pratiques culturelles et traditionnelles néfastes qui compromettent leur avenir. Les chefs traditionnels et religieux, conscients des conséquences préjudiciables sur le devenir des enfants, se sont engagés en juin 2013 à noter, à dire non à certaines pratiques et à privilégier celles qui favorisent le développement des enfants. Nous nous sommes dit qu'il va falloir que les chefs religieux, les chefs traditionnels se concertent pour que nous puissions trouver un modus vivendi pour que le séjour de nos enfants dans les couvents ne soit pas quand même un séjour qui puisse mettre un frein, un obstacle à la promotion de leurs droits et surtout à leur éducation. C'est pour cela que nous avons demandé que les prêtres couvents puissent réduire sensiblement la durée du séjour de nos enfants dans les couvents. La déclaration de non-tien ne s'est donc pas réduite qu'au simple discours des chefs traditionnels et religieux. Un an après, elle se traduit dans les faits. Les initiations des enfants se font désormais en un temps record afin de leur donner une chance à l'éducation scolaire. À notre retour dans nos couvents, nous avons pris toutes nos dispositions pour réduire sensiblement le séjour des jeunes filles et garçons dans les couvents pour leur permettre de continuer leur processus scolaire et éducatif. Bon, en plus de cela, les jeunes qui sont encore dans le cas, on est obligé de fractionner leur séjour dans le couvent.
C'est-à-dire que les cérémonies se feront pendant les grandes vacances. Si ce n'est pas fini, l'année prochaine, on va continuer. Peut-être en 2 ou 3 fois, le séjour va passer. Ce qui fait que l'enfant fera son devoir dans le couvent, mais ne manquera pas aussi d'aller à l'école. Cet engagement pris par les garants des us et coutumes et les chefs religieux est un acte important dans la protection et la promotion des droits des enfants. Ce faisant, la chefferie traditionnelle contribue ainsi à la réussite de l'éducation pour toutes et pour tous, un défi des autorités togolaises. Voilà ce que nous pouvons dire ce soir de la situation des enfants togolais dans le domaine de l'éducation pour coller au thème de la célébration de la journée de l'enfant africain. Autre fait marquant de l'actualité de ce lundi 16 juin au Togo, les cadres des instituts de statistiques et des administrations impliqués dans la prévision économique des pays membres du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest suivent une formation à Lomé sur les meilleures techniques d'élaboration des documents méthodologiques des comptes nationaux. Ceci devra les préparer à la mise en place des plans d'action pour la migration vers le système de comptabilité nationale de 2008. Celui de 1993 n'étant plus d'actualité. Précision Edem Soussoupo. Les 10 pays membres du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, veulent avoir désormais les mêmes façons de calculer leurs performances selon les bases du système de comptabilité nationale de 2008. Cette rencontre de Lomé proposera également des formations sur la rédaction des notes méthodologiques et d'archivage des documents. Vous savez qu'il y a eu ces derniers temps beaucoup de révisions des comptes nationaux dans certains pays d'Afrique, y compris vos grands voisins, le Ghana et le Nigeria. Et donc il faut s'assurer que les meilleures méthodes sont utilisées pour fabriquer ces comptes, de façon à ce qu'on puisse mieux comparer les données et fonder les politiques économiques de ces pays sur des meilleures bases statistiques. Donc ils vont discuter de ces questions de méthodologie en utilisant notamment les standards internationaux les plus récents. C'est pour donc, au finish, améliorer la qualité des comptes nationaux et des données qualitatives à même de faciliter la bonne utilisation des comptes des pays membres de Afritac de l'Ouest. Cette démarche permettra donc au Togo, par exemple, de mesurer ses avancées dans la mise en œuvre des politiques sociales pour la réduction de la pauvreté et des politiques macroéconomiques pour la création des richesses. Pour faire l'évaluation des politiques publiques, nous avons besoin de statistiques et de chiffres fiables, afin que nous puissions dire que telle politique donne les résultats escomptés ou que telle politique ne donne pas les résultats escomptés. Si nous disons que nous voulons que le Togo soit émergent à l'horizon 2030, il faut que nous ayons une base commune d'appréhension des chiffres et ensuite que nous puissions dire exactement quels sont les efforts que nous avons pu faire. Les 10 pays membres de Afritac de l'Ouest pourront ainsi ouvrir ce nouveau système de comptabilité nationale de 2008, non seulement aux statistiques sur le secteur réel de l'économie, mais aussi à d'autres types de statistiques, comme les statistiques monétaires et des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 12e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain mardi 17 juin 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Zéro nouvelles infections, VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH au Togo. Où en est notre pays dans la réalisation de ce point des objectifs du millénaire pour le développement. Les acteurs de la lutte contre la pandémie se penchent depuis ce matin sur la question dans le cadre d'un forum national qui se tient sous l'égide du Conseil national de lutte contre le sida. Il s'agit d'évaluer les résultats de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le sida et la tuberculose afin de renforcer éventuellement la riposte. Anoul Kiliou. La lutte contre la pandémie du sida et la tuberculose qualifiée de couple meurtrier est loin de s'estomper. Les acteurs nationaux et les partenaires revoient leur stratégie d'intervention pour une riposte de ces maladies. Avec un taux de prévalence de 2,3%, le Togo a réduit de plus de 50% le nombre de nouvelles infections. 120 000 personnes vivant avec le VIH et 35 000 sont sous traitement ARV. C'est dire que beaucoup reste à faire pour réduire la mortalité liée au sida à plus de 30%. Ce forum permettra donc aux acteurs d'explorer de nouvelles pistes pour renforcer la lutte.
se rendre compte qu'il y a beaucoup de ressources disponibles, mais le taux d'absorption annuel n'est pas seulement le meilleur possible. Et puis on veut surtout discuter pour s'assurer que les interventions qui sont vraiment menées à tous les niveaux soient vraiment des interventions qui collent à la réalité de notre réponse nationale. C'est pour ça qu'on dit mieux investir pour avoir plus d'impact. On a un résultat, mais on veut amplifier ces résultats pour atteindre l'objectif 6 en 2015. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, Gado Napokura, la vision du gouvernement en matière de lutte contre le VIH-Sida est celle d'avoir une génération sans sida à l'horizon 2020. Il a invité tous les acteurs et partenaires à fédérer leurs énergies pour la cause commune. Toujours au chapitre santé, retenez bien ces deux noms, Rotarix et Prévenard 13. Ce sont deux nouveaux vaccins qui vont faire leur entrée le 19 juin prochain dans le programme élargi de vaccination du Togo. Le premier, le Rotarix, va protéger les enfants qui le recevront contre les diarrhées à rotavirus. Quant au Prévenard 13, il va mettre les enfants à l'abri des infections à pneumocoque. Les deux vaccins vont être administrés aux enfants de moins de 5 ans. La nouvelle a été rendue publique ce 16 juin, jour de célébration de la journée de l'enfant africain, au cours d'une conférence de presse dont Charlotte Oussimé nous fait le compte-rendu. Causée par le pneumocoque. Elle est l'une des premières causes de décès chez l'enfant dans les pays en voie de développement. Près de 5000 enfants de moins de 5 ans en meurent chaque année selon l'OMS. Le rotavirus, quant à lui, est la principale cause de diarrhée sévère, souvent mortelle chez les enfants de moins de 5 ans. Il tue chaque année au Togo plus de 1000 enfants. En guerre contre ces maladies meurtrières, le gouvernement togolais introduit dans son programme élargi de vaccination de routine 2 nouveaux vaccins. Il s'agit du Prévenard 13 contre les infections à pneumocoque et du Rotarix contre les diarrhées à rotavirus. Dès l'âge de 6 semaines, ces deux vaccins peuvent être déjà administrés aux enfants. Concernant le Rotarix, c'est un vaccin à 2 doses, à 4 semaines d'intervalle. C'est-à-dire que dès la fin de la 6e semaine de vie, l'enfant peut recevoir ce vaccin. Et à la fin de la 10e semaine de vie, l'enfant va recevoir la 2e dose. Concernant le vaccin PCV13, donc le vaccin contre les infections à pneumocoque, l'enfant va recevoir 3 doses à 4 semaines d'intervalle. Fin 6e semaine, fin 10e semaine et fin 14e semaine. L'administration de ces vaccins aux enfants de moins d'1 an est gratuite. Elle sera effective à partir du 19 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont 2 nouveaux vaccins extrêmement importants pour la survie des enfants. L'un va permettre de lutter contre des diarrhées graves qui peuvent entraîner la maladie ou la mort d'enfants, et l'autre va permettre de lutter contre des affections comme les pneumonies ou les méningites à pneumocoque qui peuvent également entraîner la mort des enfants. Ces 2 vaccins viennent s'ajouter à toute une série de vaccins qui constituent le programme élargi de vaccination de routine. Ces 2 vaccins ont déjà fait leurs preuves dans les pays occidentaux et dans la sous-région. Leur introduction intervient au moment où les réflexions s'orientent vers les fondements de la semaine africaine de vaccination. Elle est célébrée au Togo cette semaine et a pour thème la vaccination, une responsabilité partagée. Des officiers des forces armées togolaises du Togo et du Bénin, des officiers des forces armées du Togo et du Bénin suivent à Lomé une formation sur le droit international humanitaire. C'est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge et de l'état-major des FAT pour inculquer à nos troupes des notions de droits de l'homme en temps de guerre. Les travaux se déroulent au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lomé. Reportage Komo Peodé. Rendu obligatoire pour être soumis à tous les États sans exception, le droit international humanitaire s'impose comme le seul recours pour préserver la paix ou du moins limiter les horreurs dues au manque de comportement maîtrisé des acteurs en conflit. C'est dire que le soldat ou combattant sur le terrain doit respecter la ligne de conduite, un ensemble de règles établies qui évitent de donner un visage barbare au conflit. Les officiers et sous-officiers togolais et béninois renforcent leurs capacités en la matière. Si vous êtes militaire engagé dans les hostilités et que vous avez
un adversaire qui est blessé, vous devez pouvoir le secourir, l'assister. Parce que à partir du moment où cet adversaire est blessé, il cesse de combattre. S'il est malade, il n'a plus la possibilité de combattre et ne doit plus être pris pour cible, ou vous ne devez plus le traiter comme un combattant, mais plutôt comme une personne qui a besoin de secours. Il en va de même lorsque vous avez des personnes qui se rendent, des personnes qui combattaient et qui, du fait de la tournure du conflit, décident de se rendre. Ces personnes ne doivent pas être abattues. Le cœur aujourd'hui du droit international humanitaire se trouve dans la protection aussi des populations civiles. Parce que dans bien de contextes, lorsque les conflits éclatent, ce sont les civils qui payent le lourd tribut de la guerre. Les participants à cette formation des instructeurs ont 10 jours pour assimiler les différents points de ce droit international humanitaire. Ils pourront ainsi devenir eux aussi des formateurs. La quatrième phase de la tournée de sensibilisation et de mobilisation autour du Fonds national de la finance inclusive, entreprise par la ministre en charge du développement à la base, s'est poursuivie le week-end dernier. Madame Victoire Tomega-Dogbé et sa suite se sont rendus notamment dans les préfectures de Lavé, d'Amou, de Wawa et d'Akebou. L'objectif de cette tournée était de s'assurer qu'aucune femme vulnérable ne reste en marge des crédits APSEF. Anoul Kilou. Le premier produit du FNFI, accès des pauvres aux services financiers APSEF, suscite de plus en plus d'engouement auprès de la population. La simplification des procédures d'accès au crédit APSEF, l'organisation des femmes en groupement solidaire et leur formation, la culture de l'épargne, l'appui technique et logistique apporté aux institutions de microfinance partenaires sont des atouts qui mobilisent davantage les bénéficiaires autour d'un crédit APSEF. 30 000 francs, c'est bon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, je remercie les banques et les autorités qui nous offrent l'argent. Avant, j'achetais 4 bols pour faire le soja. Maintenant, pour le 30 000 là, je vais acheter 10 bols ou bien 15 bols pour faire le soja. Et je vais gagner beaucoup dedans. Forte mobilisation des femmes à Kévé, dans APM, Pelé et à Moublo. Les institutions de microfinance de ces localités sont à pied d'œuvre. Des centaines de groupements ont été déjà servis. Ailleurs, d'autres ont commencé le remboursement. Odis Palimé a déjà débloqué près de 4 millions dans nos 4 préfectures, à savoir préfecture de Pelé, préfecture de Kloto, préfecture de Daï et préfecture d'Agou. Et plus de 500 personnes ont déjà reçu le crédit APSEF. Les gens commencent par comprendre de mieux en mieux. Du moment où Madame le ministre et ses collaborateurs passent déjà dans les coins. La ministre Victoire Tomega-Dogbé est allée mettre les groupes cibles au même niveau d'information et soutenir les bénéficiaires des crédits APSEF. Donc le message est simple, c'est autour de la simplification, c'est autour de la nécessité de se mettre en groupe solidaire, c'est également autour de la formation et également de la nécessité de rembourser. Alors ce que nous avons noté ici dans les 3 préfectures, c'est que l'identification des bénéficiaires a déjà commencé. Que ce soit avec la FUSEC, WEGIS, COPEC AD ou bien COSEPT, qui sont les prestataires de services financiers qui ont été sélectionnés pour cette région, nous avons remarqué que l'identification a commencé. Il y a des milliers de personnes qui sont déjà identifiées et qui sont en formation. Nous avons été heureuses de constater que le déblocage a démarré. Donc nous essayons de les conseiller sur la nécessité d'harmoniser le produit et surtout de ne pas fatiguer les bénéficiaires. La sensibilisation a été suivie des visites au groupement de femmes. Visite qui a permis au ministre Victoire Tomega-Dogbé de découvrir les réalités de chaque localité et d'envisager des mesures pour mieux répondre aux attentes de la population. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI poursuit elle aussi ses actions de soutien aux jeunes entrepreneurs du Togo. Elle a ouvert ce matin à leur intention les travaux d'un atelier basé sur la méthodologie Empretec dans le but
de développer et renforcer les capacités productives des entreprises afin de les rendre plus compétitives. Reportage Clarisse Atikle. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises offre l'opportunité aux entrepreneurs de pouvoir renforcer la performance de leur structure. La méthodologie Empretec leur est enseignée ici dans le but de leur inculquer cette notion type de développement d'entreprise que tout entrepreneur est censé avoir si ses objectifs sont orientés vers la compétitivité. L'expérience a montré que tous ceux qui ont suivi cette formation, parce qu'il y a une base de données au plan mondial, au bout de quelques mois et quelques années, changent forcément, améliorent d'abord en ce qui concerne leur façon de gérer l'entreprise et puis maintenant améliorent les performances de cette entreprise-là. Voilà un peu l'esprit du programme Empretec. Empretec est un programme d'appui conçu par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour accroître la performance de l'entrepreneur. Il donne des directives sur des comportements et aptitudes type pouvant permettre à l'entrepreneur d'assurer une meilleure productivité de l'entreprise et de renforcer ainsi sa compétitivité. Quel que soit l'entrepreneur, quels que soient les hommes d'affaires, quel que soit le secteur d'activité et dans tous les pays, les entrepreneurs qui réussissent ont un comportement type. Et donc, la méthodologie Empretec est basée sur l'idée de pouvoir inculquer ces comportements et ces attitudes aux hommes d'affaires de notre pays pour leur donner plus de chances de réussite dans leurs entreprises. Parmi ces compétences, nous avons notamment la fixation des objectifs. Il faut que l'entrepreneur sache ce qu'il veut et où il va. Nous avons le respect des engagements pris. Nous avons également la recherche de l'efficacité, la persuasion. Donc c'est tous ces comportements, toutes ces compétences-là que nous voulons donner aux entrepreneurs. 6 jours durant, les entrepreneurs bénéficieront de l'expertise des formateurs certifiés Empretec venus du Bénin, partenaires de l'ANPGF, pour donner un coup de pouce aux entreprises nationales. Sport, football, pour terminer avec la poursuite de la compétition qui tient le monde entier en haleine en ce moment. Il s'agit de la Coupe du monde de football. 2 équipes africaines sont à l'affiche aujourd'hui. Le Nigeria qui a déjà affronté son adversaire du jour, l'Iran. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul. Les Black Stars du Ghana, eux, vont descendre dans l'arène dans moins d'une demi-heure pour se frotter aux Américains. Dans l'après-midi, l'Allemagne avait atomisé le Portugal de Ronaldo par le score sans appel de 4-0. Le résumé de la rencontre avec Martin Sandani Mankoubi. Le duel au sommet entre l'Allemagne en blanc et le Portugal a vite tourné à l'avantage de la Mannschaft très lucide devant les buts. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui ont pourtant bien entamé la partie, vont enfin boire la calice jusqu'à la lie en encaissant 3 buts avant la mi-temps. Un doublé de Thomas Müller à la 12e minute sur penalty et à la 45e minute par une reprise instantanée. Le deuxième but a été l'œuvre de Matt Hummels à la 32e minute. À la reprise, les Portugais vont chercher la réduction du score sans toutefois trouver le chemin des filets et c'est les Allemands qui viendront marquer un 4e but à la 78e minute par Thomas Müller qui réalise ainsi son triplé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.